Aujourd'hui, on va parler des 10 morts les plus injustes de Game of Thrones. Et attention, je ne parle pas simplement des morts les plus tristes. Sinon, on pourrait presque faire une vidéo de 3 heures avec un mouchoir dans une main et une bouteille de vin dans l'autre. Non, je parle des morts qui donnent cette impression très particulière, ce personnage ne méritait pas ça. Ou pire, ce personnage meurt parce que le monde autour de lui est trop pourri pour le laisser vivre. Et c'est précisément là que Game of Thrones est fascinant. Parce que dans beaucoup de récits de fantasy, la mort vient punir une erreur, une faute, un excès d'orgueil. Dans Game of Thrones, parfois elle vient punir l'honneur, la loyauté, l'innocence ou simplement le fait d'être au mauvais endroit dans un monde où les puissants jouent avec les vies des autres. Parce qu'une mort dans Game of Thrones, ce n'est jamais juste une scène choc. Quand elle est bien écrite, c'est un tremblement de terre. Elle déplace des armées, elle détruit des familles, elle transforme des personnages, et parfois elle change complètement la trajectoire de Westeros. Allez, on commence. On commence avec une mort moins spectaculaire que les autres, mais profondément injuste, Maestre Luwin. Luwin, ce n'est pas un guerrier, ce n'est pas un conspirateur, ce n'est ni un ambitieux qui veut le trône, ni un seigneur qui manipule dans l'ombre, ni un joueur cynique à la Littlefinger. C'est simplement un homme qui reste là où il est censé rester. Et dans Game of Thrones, rester fidèle à une maison quand tout s'effondre autour de vous, c'est presque une condamnation à mort. Maestre Luwin est une présence discrète mais essentielle. Il est là pour Bran, il est là pour Rickon, il est là quand Ned part pour le sud, quand Catelyn s'en va, quand Robb part à la guerre, quand Winterfell devient peu à peu une maison vidée de ses adultes. Il représente quelque chose de très rare dans Game of Thrones, la continuité. Pas la grandeur, pas le pouvoir, pas l'héroïsme éclatant, juste la continuité d'un foyer. Et c'est ça qui rend sa mort injuste. Il ne meurt pas parce qu'il a mal joué. Il ne meurt pas parce qu'il a voulu trop de pouvoir. Il meurt parce que Winterfell tombe entre les mains de gens qui ne comprennent plus ce qu'un foyer signifie. Sa mort accompagne l'effondrement complet de l'enfant Stark. À partir de là, Bran et Rickon ne sont plus simplement des enfants cachés. Ils sont des survivants. La conséquence est immense, même si elle est intime. Winterfell cesse d'être un refuge. La maison des Stark devient un lieu traumatique, un lieu brûlé, violé, occupé, perdu. Et ça, dans une saga aussi obsédée par les maisons, les noms et les héritages, c'est terrible. Maestre Luwin n'est pas seulement un vieux sage qui meurt. Il est le dernier visage rassurant d'un monde qui disparaît. Marguerite Tyrell est un cas intéressant parce que ce n'est pas une innocente absolue. Elle joue au jeu des trônes, elle manipule son image, elle sait séduire le peuple, amadouer Geoffrey, influencer Tommen, résister à Cersei. Marguerite n'est pas naïve. Mais sa mort reste profondément injuste parce qu'elle est l'une des seules personnes dans le grand septuaire de Baelor à comprendre qu'il y a un problème. Elle voit le piège, et c'est là que la scène devient atroce. Ce n'est pas une mort par ignorance, c'est une mort par impuissance. Marguerite comprend que Cersei n'est pas là. Elle comprend que l'absence de Cersei est une réponse. Elle comprend que quelque chose va se produire. Et à ce moment-là, tout ce qui fait sa force, son intelligence sociale, son instinct politique, sa lucidité, ne sert plus à rien. Parce qu'elle est enfermée dans une machine religieuse, protocolaire et politique qui avance trop lentement pour la sauver. C'est une mort injuste parce qu'elle n'est pas battue sur le terrain où elle excelle. Elle est effacée par quelqu'un qui change brutalement les règles du jeu. Marguerite joue aux échecs. Cersei fait exploser l'échiquier. Et les conséquences sont énormes. La mort de Marguerite, de Loras, de Mace Tyrell et du Grand Moineau détruit l'équilibre politique de Port-Réal. La foi militante est anéantie. Les Tyrell sont décapités, Tommen se suicide et Cersei peut prendre directement le pouvoir. Mais cette victoire, elle a un prix. Elle rend Cersei politiquement toxique. À partir de là, elle ne gouverne plus par alliance. Elle gouverne par terreur et par vide. Elle a gagné la capitale, mais elle a détruit les ponts qui permettaient encore de faire tenir le royaume. Marguerite meurt injustement parce qu'elle avait vu venir la catastrophe et que personne ne l'a écoutée assez vite. Rickon Stark est peut-être la mort la plus cynique de toute la bataille des bâtards. Et ce qui la rend injuste, c'est sa simplicité brutale. Ramsay Bolton n'utilise pas Rickon comme un prisonnier. Il ne l'utilise même pas comme une monnaie d'échange. Il l'utilise comme un déclencheur émotionnel. Rickon devient une arme, pas parce qu'il est dangereux, pas parce qu'il a trahi, pas parce qu'il représente une faute quelconque, mais tout simplement parce qu'il est le petit frère de Jon, parce qu'il est un Stark, parce qu'il suffit de le mettre à courir au milieu d'un champ de bataille pour transformer Jon en cible. La scène est presque insupportable parce qu'elle repose sur une cruauté infantile. Ramsay transforme la mort en jeu. Cours vers ton frère. Et nous, spectateurs, on sait très bien que ce n'est pas un sauvetage. C'est une mise en scène. Rickon est injustement tué parce qu'il n'a jamais vraiment eu de rôle actif dans le jeu politique. Il subit l'histoire des autres.
il subit la chute de Winterfell, il subit l'exil, il subit la capture, et à la fin, il subit la cruauté de Ramsay. Sa mort a pourtant des conséquences majeures. Elle fait perdre à Jon toute prudence. Elle brise son plan de bataille. Elle l'oblige à charger seul dans une décision émotionnelle qui aurait pu condamner toute son armée. Et narrativement, elle ferme aussi une possibilité. Rickon aurait pu être l'héritier masculin légitime de Winterfell. Sa mort simplifie la recomposition politique du Nord autour de Jon puis autour de Sansa. Mais émotionnellement, elle fait autre chose. Elle rappelle que dans Game of Thrones, les enfants ne sont pas protégés par leur innocence. Parfois, leur innocence est précisément ce qui les rend utilisables. Et ça, c'est plutôt glaçant. Ygritte, ce n'est pas juste l'amour de Jon Snow. Ce serait trop pauvre. Ygritte représente une autre vie possible pour Jon. Une vie au-delà du mur, au-delà des serments, au-delà de la rigidité de la garde de nuit, au-delà de cette question qui le poursuit tout le temps, à qui est-ce que j'appartiens? Avec Ygritte, Jon découvre que les sauvageons ne sont pas seulement une menace, ce sont des peuples, des familles, des cultures, des gens libres, violents parfois, contradictoires, mais humains. Et c'est pour ça que sa mort est injuste. Parce qu'elle ne meurt pas comme une grande méchante, elle ne meurt pas comme une ennemie à vaincre. Elle meurt dans l'espace impossible entre deux mondes. Elle aime Jon, mais elle appartient aux sauvageons. Jon l'aime, mais il revient à la garde de nuit. Aucun des deux n'est complètement traître, aucun des deux n'est complètement innocent. Ils sont coincés dans une guerre qui les dépasse totalement. Sa mort dans les bras de Jon, au milieu de la bataille, est tragique parce qu'elle dit que ce pont-là n'a pas encore sa place dans le monde. Et la conséquence est majeure pour Jon. Après Ygritte, son rapport aux sauvageons change définitivement. Il ne peut plus les voir comme une masse ennemie. Il les a aimés de l'intérieur. Il a vu leur humanité. Il a vu leur peur. Il a vu leur désir de survie. Et plus tard, quand Jon décidera de laisser passer les sauvageons au sud du mur, il ne le fera pas seulement par stratégie face aux marcheurs blancs. Il le fera aussi parce que Ygritte a fissuré sa vision du monde. La mort d'Ygritte est injuste parce qu'elle tue une femme, oui, mais surtout parce qu'elle tue une possibilité de réconciliation avant que le monde soit prêt à l'accepter. Oberyn Martell, c'est probablement l'une des morts les plus frustrantes de la série. Parce qu'il avait gagné. C'est ça le cauchemar. Oberyn ne meurt pas parce qu'il est inférieur à la montagne. Il ne meurt pas parce qu'il n'avait aucune chance. Il domine le duel. Il est rapide, précis, flamboyant, intelligent, presque dansant. Mais Oberyn ne veut pas seulement tuer Gregor Clegane. Il veut lui arracher une confession. Il veut que le monde entende ce qui est arrivé à Elia Martell et à ses enfants. Il veut que la vérité sorte de la bouche du monstre. Et là, Game of Thrones fait quelque chose de cruel. La série montre que vouloir la justice peut devenir dangereux quand la justice arrive trop tard. Oberyn est injuste à classer parce qu'en soi, on peut dire qu'il a fait une erreur. Oui, il a baissé sa garde, il a cherché la confession au lieu d'achever son adversaire. Mais cette erreur est profondément humaine. Il ne veut pas seulement gagner un duel, il veut réparer une humiliation historique. Il veut rendre à sa sœur une dignité que le royaume lui a volée. Et il meurt au moment exact où il touche presque cette vérité. Et les conséquences sont considérables. D'abord, Tyrion est condamné, ce qui l'oblige à fuir Port-Réal après avoir tué Tywin. Ensuite, Dorne bascule dans une logique de vengeance. Ellaria et les Aspics des Sables radicalisent l'héritage d'Oberyn jusqu'à provoquer une chaîne de violence qui déstabilise toute la maison Martell. Mais surtout, la mort d'Oberyn nous rappelle l'une des grandes lois de Game of Thrones. Dans un monde injuste, avoir raison ne suffit pas. Parfois, avoir raison vous met juste en face du monstre un peu plus longtemps. Missandei est l'une des morts les plus injustes de la fin de Game of Thrones. Pas seulement parce qu'elle est brutale, pas seulement parce qu'elle est publique, mais parce qu'elle est utilisée comme un message. Cersei ne tue pas Missandei parce que Missandei représente une menace militaire. Elle ne la tue pas parce que Missandei a trahi, combattu ou conspiré. Elle la tue parce qu'elle sait que cette mort va atteindre Daenerys là où elle est déjà fragilisée. Missandei est une otage transformée en détonateur. Et c'est ça qui est injuste. C'est une femme qui a déjà connu l'esclavage, l'arrachement, la déshumanisation. Elle s'est reconstruite auprès de Daenerys. Elle est devenue conseillère, traductrice, amie, présence politique et intime. Elle est l'une des rares personnes autour de Daenerys qui ne la regarde pas seulement comme une reine ou comme une arme. Et Cersei l'a réduit à nouveau à un objet stratégique. Sa dernière parole, Dracarys, est terrible parce qu'elle condense absolument tout. La fidélité, la colère, l'appel au feu et peut-être aussi la dernière fracture morale de Daenerys. Les conséquences sont immédiates. Grey Worm se ferme. Daenerys perd une amie, une voix de douceur, un lien avec son idéal libérateur. Et la prise de Port-Réal glisse encore davantage vers la vengeance. Est-ce que Missandei cause la destruction de Port-Réal? Non, ce serait trop simple et injuste pour elle.
Mais sa mort retire une barrière émotionnelle. Elle donne un visage intime à la haine de Daenerys contre Cersei. Et dans une tragédie, parfois, ce n'est pas un seul événement qui fait basculer un personnage. C'est l'accumulation, la solitude, la perte, la sensation que la clémence ne produit absolument plus rien. Missandei meurt injustement parce qu'elle est punie par la guerre des reines, alors qu'elle avait passé sa vie à survivre aux guerres des autres. La mort de Catelyn Stark est l'une des plus dures parce qu'elle arrive après une torture émotionnelle. Catelyn ne meurt pas simplement aux noces pourpres. Elle meurt après avoir vu le piège se refermer, après avoir vu Talisa assassinée, après avoir vu Robb criblé de traits, après avoir compris que les lois sacrées de l'hospitalité, de l'honneur et de la parole donnée ne protègent plus personne. Et surtout, elle meurt après avoir compris qu'elle ne peut plus sauver son fils. C'est ça l'injustice absolue de cette scène. Catelyn Stark est souvent un personnage discuté, critiqué, parfois jugé durement. Elle fait des erreurs, elle libère Jaime. Elle agit parfois dans l'urgence émotionnelle. Mais au cœur du personnage, il y a une chose très simple. Une mère qui essaie de garder sa famille en vie dans un monde qui lui arrache tout, morceau par morceau. Et aux noces pourpres, le monde gagne. La scène est presque mythologique. Catelyn tient un otage, menace Walder Frey, tente un dernier geste désespéré. Mais même ça ne sert à rien. Parce que les Frey ont déjà accepté de devenir des monstres. Parce que Roose Bolton a déjà choisi son camp. Parce que Tywin Lannister a déjà transformé la politique en massacre organisé. La conséquence est évidemment politique. La cause des Stark est détruite. Les Frey et les Bolton prennent le dessus, le Nord tombe dans une période de terreur. Mais la conséquence morale est encore plus forte. À partir des noces pourpres, le spectateur comprend que les règles anciennes ne tiennent plus. L'hospitalité ne protège plus. Le mariage ne protège plus. La maternité ne protège plus. La parole donnée ne protège plus. Catelyn meurt injustement parce qu'elle assiste, dans ses dernières secondes, à la destruction de tout ce qu'elle voulait préserver. Et franchement, peu de morts dans Game of Thrones ont ce niveau de cruauté. Robb Stark est une mort injuste, mais pas une mort innocente. Et ça, c'est important. Robb fait des erreurs politiques. Il brise sa promesse aux Frey. Il sous-estime l'orgueil de Walder Frey. Il ne mesure pas assez la fragilité de son alliance. Il agit parfois comme un jeune homme amoureux alors qu'il est un roi en guerre. Mais ce qui rend sa mort injuste, c'est la disproportion entre sa faute et sa punition. Robb mérite-t-il une crise politique? Oui. Mérite-t-il de perdre des alliés? Oui. Mérite-t-il de devoir réparer une promesse brisée? Oui. Mais être massacré à un mariage avec sa femme enceinte, sa mère, ses hommes, son loup et toute sa cause? Non. Les noces pourpres ne sont pas une sanction politique, c'est une profanation. Et c'est là que Game of Thrones frappe très fort. Robb est construit comme le héros classique de fantasy. Fils du noble seigneur assassiné, jeune roi du Nord, brillant sur le champ de bataille, entouré d'hommes loyaux, porteurs d'une cause juste. Dans une autre saga, Robb aurait vengé Ned. Il aurait vaincu les Lannister. Il aurait reconstruit l'honneur de sa maison. Dans Game of Thrones, il est assassiné parce qu'il a confondu victoire militaire et pouvoir réel. Et la conséquence, elle est énorme. La guerre du Nord s'effondre. Les Stark deviennent une maison fantôme. Et les Bolton montent sur Winterfell. Mais la conséquence la plus importante est peut-être pour le spectateur. La mort de Ned nous avait dit que le héros peut mourir. La mort de Robb nous dit que même l'histoire de vengeance du héros peut mourir. Et ça, c'est beaucoup plus violent. Parce que Robb n'est pas seulement un personnage qu'on perd. C'est une promesse narrative qui se fait égorger. Hodor est peut-être la mort la plus tragiquement construite de toute la série. Parce qu'au moment où il meurt, on comprend que sa mort n'est pas seulement la fin de sa vie. C'est le sens terrible de toute sa vie. Hodor n'était pas un gag. Ce n'était pas une particularité attendrissante. Ce n'était pas juste un trait de personnage. C'était une blessure temporelle. Et cette révélation change absolument tout. Hodor est injuste à un niveau presque métaphysique. Il n'est pas un joueur, il n'est pas un guerrier. Il n'est pas un seigneur, il n'est pas responsable des conflits politiques, des marcheurs blancs, des visions de Bran ou des ambitions des rois. C'est un homme simple, doux, vulnérable, qui porte littéralement les autres. Et la série révèle que son destin a été brisé depuis l'enfance pour mener à cet instant précis, tenir une porte, se faire déchiqueter, permettre à Bran de survivre. C'est une mort héroïque, oui. Mais le fait qu'elle soit héroïque ne la rend pas juste. Au contraire, c'est même ce qui la rend plus douloureuse. Hodor sauve Bran et Myra, mais il n'a jamais vraiment choisi librement le destin qui l'amène là. Sa vie entière devient une boucle de sacrifices. Les conséquences sont immenses pour l'histoire. Bran survit, donc la mémoire du monde survit. L'information sur Jon, sur les marcheurs blancs, sur le passé de Westeros peut continuer d'exister. Sans Hodor, Bran ne devient jamais ce qu'il doit devenir. Mais émotionnellement, la conséquence est encore plus forte.
On ne peut plus jamais revoir Hodor de la même manière. Chaque Hodor des saisons précédentes devient tragique. Et c'est peut-être l'un des plus grands coups d'écriture de Game of Thrones. Transformer un mot qu'on croyait simple en véritable tombeau. La mort la plus injuste pour moi, c'est Shireen Baratheon. Parce qu'il n'y a presque aucun contrepoids. Shireen ne joue pas au jeu des trônes, elle ne manipule personne, elle ne cherche pas le pouvoir, elle ne trahit pas, elle ne se trompe pas de stratégie. C'est une enfant malade, isolée, cultivée, douce, qui apporte de l'humanité dans l'un des arcs les plus froids de la série. Et ce qui rend sa mort insoutenable, ce n'est pas seulement la violence de l'acte, c'est le fait que cette violence vienne de son propre père. Stannis Baratheon est un personnage fascinant parce qu'il est construit autour du devoir. Il croit à la loi, il croit à la légitimité. Il croit que le trône lui revient parce que les règles le disent. Et pendant longtemps, même quand il est dur, même quand il est rigide, on peut comprendre sa logique. Mais avec Shireen, la logique devient monstruosité. Il sacrifie ce qu'il devait protéger au nom de ce qu'il prétendait servir. Et là, la série montre une vérité terrible sur le fanatisme. Le problème n'est pas seulement de croire en quelque chose. Le problème, c'est de croire qu'une idée abstraite vaut plus qu'un humain concret. Shireen devient le prix à payer pour une prophétie, une couronne, une guerre, une ambition déguisée en destin. Et la conséquence est immédiate. L'armée de Stannis se désagrège, sa femme s'effondre, sa cause perd toute légitimité morale et sa campagne vers Winterfell devient une marche funèbre. Mais la conséquence la plus profonde, c'est pour notre regard sur Stannis. Avant Shireen, on pouvait encore discuter. Après Shireen, il n'y a plus vraiment de débat. Il a franchi une ligne que la série ne nous demande pas d'excuser. La mort de Shireen est la plus injuste parce qu'elle condense tout ce que Game of Thrones sait faire de plus noir. L'innocence sacrifiée, la foi pervertie, le pouvoir qui dévore la famille, et l'idée qu'un monde peut devenir tellement obsédé par la victoire qu'il oublie pourquoi il fallait gagner. Ce qui rend les morts de Game of Thrones aussi marquantes, ce n'est pas seulement leur brutalité, c'est leur effet de vérité. Ned nous apprend que l'honneur ne suffit pas. Robb nous apprend que gagner des batailles ne suffit pas. Catelyn nous apprend que l'amour familial ne protège toujours pas. Hodor nous apprend qu'un sacrifice héroïque peut rester profondément injuste. Shireen nous apprend que le fanatisme peut transformer le devoir en crime. Et c'est là que Game of Thrones touche à quelque chose de très puissant pour la fantasy. La série ne tue pas seulement le personnage pour choquer. À ses meilleurs moments, elle tue des illusions. L'illusion que les enfants seront épargnés. L'illusion que les héros auront leur revanche. L'illusion que les règles sacrées protègent encore quelque chose. L'illusion que la justice arrive forcément quand on a raison. Et paradoxalement, c'est pour ça que ces morts restent avec nous. Parce qu'elles ne sont pas seulement des fins, elles deviennent des cicatrices dans l'histoire. Et vous, dites-moi en commentaire quelle mort vous trouvez la plus injuste dans Game of Thrones. Et si vous voulez une suite, on pourra faire l'inverse. Les morts les plus satisfaisantes de Game of Thrones. Parce que là aussi, il y a de très sérieux candidats. On se retrouve très vite pour parler fantasy, tragédie, écriture, et de tous ces mondes imaginaires qui nous font beaucoup trop souffrir. Sur ce, je vous dis à très vite.